Bonjour à toutes et à tous. Faut-il se vacciner? Quels sont les avantages et les risques de la vaccination? Pourquoi de plus en plus de personnes sont-elles réfractaires au vaccin? Et que se passerait-il si par hasard nous décidions d'arrêter de nous vacciner? Voici les principales questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette émission pour que chacun puisse se faire une opinion la plus éclairée possible par la science et en essayant de faire abstraction des idéologies partisanes, quelles qu'elles soient. Générique. Très bien, alors je vous présente nos invités. Bonjour, merci d'être avec nous. Brigitte Autran, vous êtes immunologiste, praticienne de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et professeure à l'université Pierre-et-Marie Curie. J'ai tout dit? C'est bien ça. Professeur Robert Cohen, bonjour. Vous êtes pédiatre infectiologue, vous êtes président, coordonnateur de l'association Infovac et également à l'université Paris-Créteil. Tous les deux, j'ai envie de vous poser une question. J'ai vu des papiers qui circulaient. Vous signez des sortes d'attestations d'intérêt ou de non-intérêt par rapport à l'industrie pharmaceutique, c'est bien ça? Il nous arrive d'avoir des relations avec les industriels pour faire des études ou éventuellement pour des conférences. Et aujourd'hui, depuis une bonne dizaine d'années, toutes ces relations, nous les déclarons sur un site officiel qui est accessible à tous et pour voir avec qui... C'est la transparence, c'est-à-dire que je peux savoir si vous travaillez pour des laboratoires en même temps que vous faites votre activité de praticien. Absolument, et je vous confirme que beaucoup de nos recherches peuvent être financées par l'industrie pharmaceutique et je vous confirme que de temps en temps, on peut faire une conférence pour tel ou tel laboratoire. Ça peut arriver. D'accord, Brigitte Autran. Alors j'ajouterais qu'on ne peut pas travailler sur l'innovation thérapeutique et l'innovation vaccinale sans tester des produits, des médicaments ou des vaccins qui sont fabriqués. Et aujourd'hui, forcément, c'est l'industrie qui fabrique des vaccins ou donc des vous êtes médicaments. obligé de travailler avec eux. Nous sommes obligés de travailler avec eux. C'est comme ça que l'on avance en recherche médicale. Mais nous devons déclarer nos relations et c'est très bien. Et si vous faites une étude qui n'est pas très satisfaisante pour le laboratoire, comment ça se passe? Ça vous est arrivé? Eh bien, ça m'est arrivé et le laboratoire a tout à fait accepté que nous écrivions et que nous publiions dans des journaux internationaux que le vaccin ne marchait pas. D'accord, donc vous arrivez à garder votre indépendance? Absolument. Aujourd'hui, quand une étude est faite, qu'elle soit positive ou négative, on a une obligation de publication. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Oui, mais absolument. aujourd'hui, une étude positive ou négative doit être publiée. Très bien, merci pour ces précisions. Patrick Zilberman, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique, qui est à la fois à Rennes et à Paris. C'est ça. Et vous signez aussi des déclarations à l'histoire pour dire que tout ce que vous dites est parfaitement vrai? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive, mais beaucoup plus rarement que mes deux collègues, quand même, pour des raisons évidentes. Et puis c'est moins rémunéré. Anaïs, on va avoir des questions, évidemment, on va répondre aux questions d'internautes et du public. Oui, exactement, Fred. Donc, les internautes ont posé leurs questions sur notre site, l'espritsorcier.org, ainsi que sur Facebook et sur Twitter, #EspritSorcier. Très bien. Moi, je voudrais qu'on commence quand même par une question peut-être un petit peu générale qui remonte, qui nous fait remonter dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes épidémies qui, sinon avoir été éradiquées, ont quand même en grande partie disparu grâce au vaccin? La dernière épidémie de variole en France date de 1955-1956 à Vannes, en Bretagne. Oui. Et la variole a disparu dans le monde de la planète en 1977. Elle a été déclarée éradiquée en 1980. C'est un événement unique dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'un être vivant, un virus, était éradiqué de la planète. D'accord. On peut citer d'autres pathologies qui ont quand même été bien arrêtées par les vaccins? Oui, alors on peut dire qu'au XXe siècle, par exemple, la plupart des maladies à prévention vaccinale ont vu leur incidence réduite quasiment à 3 fois rien. Je prendrai simplement l'exemple de la rougeole. Exemple intéressant. Oui, on va en parler. Oui, bien sûr. Le vaccin qui est inscrit au calendrier vaccinal depuis 1983, mais qui est en fait utilisé depuis 1963,
Grâce au vaccin, la morbidité de la rougeole a été réduite de 97% et la mortalité de 60%. Donc on voit bien, si vous voulez, que les vaccins, enfin en tout cas certains vaccins, sont des armes fatales pour les virus, si vous voulez, et c'est une protection absolument sans prix, je dirais, pour l'humanité, parce qu'on y reviendra peut-être, mais si vous voulez, le but de la vaccination, c'est pas simplement de stopper une contagion ou une contamination, c'est aussi de lutter contre les inégalités de santé en faisant bénéficier des enfants qui n'auraient pas les moyens, en raison du fait qu'ils appartiennent à des milieux défavorisés, d'accéder à certaines préventions, en leur permettant de bénéficier de cette prévention. Voilà. Ça, c'est très important, c'est les deux objectifs de la vaccination. Merci. Brigitte Autran, vous Oui, vouliez si je peux rajouter quelque chose. une petite anecdote personnelle. J'étais en 1980 interne à l'hôpital Claude Bernard, hôpital de maladies infectieuses. J'étais responsable du pavillon des rougeoles. Il y avait chaque semaine des dizaines d'enfants hospitalisés pour rougeole avec des rougeoles graves. J'y suis retournée en 1980, en 1982, et à chaque fois, le nombre d'enfants hospitalisés diminuait grâce à la vaccination. En 1983, on a fermé définitivement le pavillon de la rougeole grâce à la vaccination. Alors de temps en temps, on dit que c'est à cause de l'hygiène. L'hygiène est très important pour la prévention des maladies infectieuses. Il n'est pas question pour moi. Une maladie comme la rougeole n'a rien à voir avec l'hygiène. Ce n'est pas en se lavant les mains ou pas. C'est une maladie qui est tellement transmissible. À cette distance-là, dans cette pièce-là, je suis capable de transmettre la rougeole si j'en suis atteint et si Donc vous c'est n'êtes pas une pas histoire immunisé. d'hygiène. C'est vraiment un impact du vaccin. Parce que pour certaines maladies, il est clair que l'hygiène a joué un rôle Bien sûr. fondamental. Mais pour les deux maladies que nous venons de citer, qui sont la variole et la rougeole, il n'y a pas d'autre explication que la vaccination pour expliquer le recul de ces maladies. D'accord, merci. Anaïs, on y va pour les questions des internautes. Voilà, on a une petite question de Chris donc sur Internet qui nous a demandé « Les vaccins sont-ils à 100% efficaces ?» Ah, alors les vaccins sont-ils à 100% efficaces? Brigitte Autran. La réponse est non. Ok. Aucun vaccin n'est efficace à 100%. Les Aucun, meilleurs aucun, vaccins aucun. sont efficaces à 98%. Lequel, par exemple? La rougeole, quand Ouais. on injecte 2 fois la dose. 98%. Le vaccin contre le tétanos, le vaccin contre la diphtérie, frise les 100%, mais jamais 100%. Il peut toujours y avoir de mauvais répondeurs. Alors ça peut être entre combien, à partir de quand c'est un Ça vaccin? peut Parce aller qu'en de dessous de 50%, c'est 30% plus. à 90%. Pardon? De 30% à 90%. Dans les mauvaises années, les vaccins contre la grippe ne protègent qu'à 30%. Mais je ne comprends pas. Alors vous allez me dire, ça a forcément un intérêt. Il vaut mieux essayer de protéger 30% des personnes plutôt que 0%. Mais quand même, 30%, c'est extrêmement faible. Vous avez raison, on rêve de vaccins plus efficaces. Mais après, la recherche aboutit à un type de vaccin, et s'il est efficace à 30%, c'est toujours mieux que 0%. Alors l'exemple de 30% est de l'exception quand même, Oui. Brigitte, hein, je veux dire... En général. Mais ça peut arriver. Certaines années, le vaccin contre la grippe peut être efficace. L'année dernière, par exemple, il a eu cette efficacité-là. D'accord. Mais on va dire On ne globalement... le dit pas forcément. Hein, souvent, on le sait qu'après. C'est ça qu'il faut savoir. c'est pour ça qu'on C'est-à-dire, ne prévient comme pas. le virus de la grippe change tous les ans, Oui. autant je peux vous dire, ou Brigitte vous l'a précisé, que le tétanos est efficace à 98-99%. Pour la grippe, je ne sais pas avant la fin de la saison grippale à combien a protégé le vaccin. C'est une question que les gens posent souvent. D'ailleurs, pourquoi on se fait vacciner tous les ans contre la grippe? C'est parce que justement, la souche change tous les ans. Absolument. C'est bien ça. D'accord. Alors, je voudrais quand même qu'on refasse un point sur la législation en France. Nous avons 3 vaccins obligatoires. C'est bien ça. Lesquels? Allez-y. Diphtérie, tétanos, polio. D'accord. Mais en clair, obligatoire, dites-nous ce que ça veut dire. À quel moment, moi, je dois justifier que mes enfants sont vaccinés? Alors, quand le législateur l'a mis, c'était ne pas être vacciné était un signe de maltraitance. D'accord. De maltraitance et pouvait vous conduire, et peut vous conduire encore devant les tribunaux. Il y a eu un cas, il n'y a pas très Il y a eu un longtemps. cas. Les époux Larère. Ouais. Voilà, c'est bien ça, avec une condamnation. Ils refusaient de vacciner une fillette de 4 ans. Ils ont été poursuivis pour refus de se soumettre à l'obligation vaccinale. Et en janvier 2016, ils ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis. Il y aura toujours le sursis derrière. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu Heureusement. autre chose. Oui, non, mais heureusement, mais dans la réalité, cette obligation vaccinale est plus théorique que pratique. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de ce côté-là, mais c'était dans le texte de loi. Alors,
Si on résume, on a 3 vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, polio. Alors il y a un truc que je comprends absolument pas, mais je compte sur vous pour m'expliquer. Depuis 2008, le vaccin simple DTP n'existe plus sur le marché. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des vaccins tétravalents. Alors pour aller vite, tétravalent, il y a 4 maladies dedans, donc toujours DTP plus quoi, la coqueluche. Après, on a pentavalent, 5 maladies. Ensuite, on a hexavalent, donc on rajoute méningite et hépatite B. D'accord, quand il y en a 6, c'est bien ça. Alors, je comprends rien, parce qu'il y en a 3 obligatoires, mais finalement, je vais avoir un vaccin avec la prévention par rapport à 6 maladies. Aujourd'hui, l'obligation vaccinale telle qu'elle est formulée, c'est-à-dire avec uniquement la diphtérie, tétanos, polio, est juste impossible à réaliser. Une des raisons fondamentales de faire un vaccin penta, hexa, quadrivalent, c'est d'éviter de piquer de façon récurrente, de façon multiple, un bébé. Et donc, quand on a un enfant qui doit être vacciné, on est tous très sensibles au nombre d'injections qu'il va recevoir. Et il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, je pense que Robert s'en souvient encore mieux que moi, les familles demandaient que l'on concentre les vaccins en une seule injection, de manière à ne pas piquer trop fréquemment les enfants. D'accord. Donc, on est arrivé à cela. C'est ça la raison fondamentale du vaccin polyvalent. Aujourd'hui, effectivement, c'est un blocage et qu'il va falloir Essayez de régler, parce que ça pose un petit problème. Anaïs, on a des questions là-dessus. Oui, alors on a eu des petits messages sur Internet où les personnes se posent la question un peu des intérêts des laboratoires pharmaceutiques sur ces vaccins hexavalents. Et donc, Béatrice nous a envoyé une vidéo où l'on voit s'exprimer Jean-Stéphane du laboratoire pharmaceutique GSK. Je vous passe l'extrait. Je dirais que nous avons surpris toute l'industrie en disant, ben voilà, nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. C'était la première fois qu'un vaccin était protégé par brevet. Nous avons tous les brevets. Et maintenant, vous les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, ben vous allez devoir négocier avec nous. Et je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. Et puis après, on a développé, si vous voulez, des vaccins combinés, c'est-à-dire on a mis l'hépatite B avec tous d'autres produits qui n'étaient pas protégés par brevet. Et en faisant ça, on rendait évidemment les produits combinés protégés. Mais donc la stratégie, c'est pas plus compliqué que ça. Le tout, il faut de l'exécuter, et ça prend des années. Mais voilà, c'était l'extrait envoyé par Béatrice et qui demande de réagir là-dessus. On a l'impression, elle avait l'impression que... C'est chaud quand même. Ça a un côté un peu vente forcée. Vous êtes d'accord? Alors, ça, plus qu'un côté vente forcée, mais c'est plus intéressant. Est-ce que vous savez où est-ce qu'a été réalisée cette vidéo? Elle a été réalisée devant des actionnaires, pour des gens qui placent leur argent dans l'industrie pharmaceutique. Donc, oui, mais c'est peut-être là qu'on apprend la vérité. Ils vendent ces actions. Mais attendez, on va y arriver. Deuxièmement, le brevet de l'hépatite B, il y a longtemps qu'il est tombé. C'est-à-dire aujourd'hui, au moment où ils ont fait ça, je ne sais plus en quelle année c'est, le brevet est complètement tombé. Troisièmement, il ne faut pas être innocent. L'industrie pharmaceutique, c'est comme toute société, est là pour faire des profits. Non, mais vous avez parfaitement raison, on l'a bien compris. Mais moi, je me place du côté du patient ou du consommateur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est en train de me dire, si tu veux vacciner ton fils contre la diphtérie, le tétanos et la polio, tu vas prendre en même temps un petit peu d'hépatite B ou quelque chose comme ça, et on va te vendre le produit déjà plus cher. Aujourd'hui, avant même l'installation du tétanos, l'hépatite B tue plus de gens que n'a jamais tué le tétanos. L'hépatite B tue plus de gens que ne tuait la polio. La rougeole, après la diphtérie, était la maladie qui tuait le plus. Donc, vous venez à une idée historique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par chaque vaccin que je fais, combien de morts, combien d'hospitalisations je suis capable de prévenir sur les enfants que je vaccine. Et dans le trio de tête, vous avez la diphtérie, indiscutablement, je ne parle pas de la variole, vous avez la rougeole qui passe avant le tétanos, et vous avez derrière l'hépatite B. Et quand vous regardez sur le plan mondial, il y a des études qui sont absolument indépendantes des firmes. Vous pouvez penser que le CDC d'Atlanta, c'est le Center for Control Disease qui pour nous, en termes d'épidémiologie, fait autorité, publie la mortalité prévenue par ces maladies-là, et vous vous apercevez que par les vaccins qui sont dans cet hexavalent que ce monsieur
dont ce monsieur parle devant des actionnaires, d'accord, prévient bien plus de morts, bien plus d'hospitalisations que le fait le diphtérie, tétanos, polio. Eh ben, merci de cette précision de médecin et non pas d'actionnaire. Absolument. D'accord. Quel est votre point de vue? Moi, je partage complètement le point de vue de Robert Cohen. Je rajouterais que le vaccin contre l'hépatite B réduit la maladie et donc les coûts pour la société de la prise en charge de la maladie. Oui. La maladie induite par le virus de l'hépatite B est une maladie chronique extrêmement grave. On peut être malade à vie. Cette maladie aboutit à une cirrhose, peut imposer une transplantation hépatique qui coûte des centaines de milliers d'euros. Et donc, la balance bénéfice-risque et la balance bénéfice-coût pour la société est totalement favorable à la vaccination contre Donc vous êtes d'accord là-dessus? C'est pas aussi simple. Alors d'abord il faut rétablir les choses quand même. 90% des nourrissons aujourd'hui en France vaccinés le sont avec l'hexavalent. Donc on a à la fois beaucoup de buzz et une réalité qui n'a rien à voir avec tous ces bavardages. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que l'industrie pose des problèmes. Le problème de l'hexavalent, c'est-à-dire on met dans le même sac des valences obligatoires et des valences qui ne le sont pas, et comme vous le dites, ça renchérit le coût du vaccin, et pas qu'un peu. C'est un problème. Mais il y en a eu d'autres, par exemple. Je me souviens, c'était vous qui l'aviez signalé lors des discussions sur la levée de l'obligation du vaccin BCG. De la vaccination obligatoire par le BCG. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? 1 an avant cette levée, le Monovax, c'est-à-dire le bracelet multiponcture qui permettait de vacciner les bébés, a été tout simplement sorti de la commercialisation par la firme qui le commercialisait à l'époque. Et on a remplacé ça par le vaccin SSI, qui est très difficile. Vous êtes plus compétent que moi pour ça, parce que c'est une piqûre intradermique qui est difficile à effectuer avec des nourrissons. Donc c'est vrai que l'industrie vient parfois à la traverse de la politique de santé publique. On a, si vous voulez, aujourd'hui, j'anticipe sur le débat, mais on a 2 grands problèmes. Il faut d'une part résister à certaines pressions de l'industrie et d'autre part résister aux pressions de l'opinion. On doit se battre sur les 2 fronts. Alors, je suis d'accord, il faut évidemment être très vigilant vis-à-vis des excès possibles de l'industrie. Simplement, sur l'histoire du BCG, il faut savoir que cette histoire du Monovax, c'était une histoire totalement franco-française. Le monde entier vaccinait avec cette injection difficile à faire, et tous les pédiatres et tous les généralistes du monde entier savaient parfaitement bien la faire. Donc, il n'y avait pas plus de difficultés à la faire en France qu'ailleurs. Je voudrais réagir tout à fait dans le sens que vous avez fait. Aujourd'hui, et ce qu'a vient de dire Brigitte, on a combien de fabricants de vaccins pour les pays occidentaux? 3, 4 bon. C'est-à-dire qu'on a Sanofi, GSK, c'est Pfizer, GlaxoSmithKline, Novartis, bon, D'accord. 4-5 vaccins. Donc on se retrouve maintenant dans des situations effectivement de rapport de force et de mondialisation du vaccin. Il y a une vraie mondialisation. J'ai appris il y a quelques jours qu'il y avait plus qu'un seul fabricant dans le monde de diphtérie, de tétanos. Et après, c'était revendu entre les différents fabricants. Bon, donc il faut le savoir, ça, que c'est un nouveau jeu qui est celui de la mondialisation, qui ne touche pas que les vaccins, et que c'est quelque chose où nous aussi on ressent que quand il y a de moins en moins de fabricants et de gens susceptibles de fabriquer, que ce type de rapport que vous décrivez peut se produire à un moment ou à un autre. La question, c'est quelle est la solution à ça? C'est une autre discussion, c'est-à-dire quelle est la solution? D'accord. Et voilà. Ok, il y a une autre question à propos de ces vaccins tétravalents, pentavalents, etc. Et tout, c'est qu'on le sait, tout le monde le sait, on a connu une pénurie. Et on connaît des pénuries de ces vaccins-là. Alors moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a une pénurie des vaccins tétravalents, une pénurie des vaccins pentavalents, mais il n'y a pas de pénurie des vaccins hexavalents. Alors moi, je pensais que qui peut faire le plus peut faire le moins, quoi. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux me procurer sur le marché un vaccin qui réunit la prévention contre 6 maladies et pas contre 5 et pas contre 4? On revient au point 1, c'est-à-dire aux 2 points, c'est la mondialisation. Et deuxièmement, ce sont des entreprises qui sont à but lucratif et qui sont là pour... non mais attendez, vous êtes en train de me dire qu'ils organisent la pénurie? La mondialisation et... Alors aujourd'hui, par exemple, la valence qui pose problème est la valence coqueluche.
Parce qu'on s'est aperçu qu'on avait besoin plus de rappels de coqueluche que l'on pensait qu'on avait besoin, Ouais. et qu'il y a énormément de pays dans le monde qui se sont mis à vacciner contre la coqueluche et des populations qu'on ne vaccinait pas. Par exemple, aujourd'hui, dans de très nombreux pays, on vaccine les femmes enceintes contre la coqueluche. Donc ça veut dire que l'industrie est à flux tendu. Ça, c'est complètement. C'est vrai? Complètement. Donc, la demande peut augmenter. Ensuite, quand la demande augmente et que vous ne pouvez pas fournir, à votre avis, que va choisir une entreprise qui a but lucratif? Va choisir les vaccins les plus rentables pour eux. D'accord. Puisque de toute façon, ils n'arriveront pas à tout fournir. Donc de toute façon, ils n'arriveraient pas à faire un vaccin avec 5 maladies dedans, donc ils préfèrent en faire une avec 6. Après, il se trouve qu'on se trouve devant cette difficulté-là, qui est de dire, ben voilà, on ne peut pas fabriquer tous les vaccins à cause de cette augmentation de cette valence coqueluche qui demande un nombre de contrôles considérable avant de pouvoir être mis sur le marché, avec de temps en temps des ruptures d'approvisionnement. On est dans une vraie carence mondiale, d'accord, de ça. Et puis après, qu'est-ce que je vais choisir parmi les vaccins qui restent? À votre avis, le moins cher ou le plus cher? D'accord, donc il faut un petit peu la loi quand même, malgré tout, mais face à une C'est ce qui a situation été dit. face à une situation On a parlé tout à l'heure du bienfait de la vaccination contre l'hépatite B. La coqueluche est une maladie qui tue le petit enfant de moins de 1 an. C'est une maladie très grave, mortelle. Et donc, il n'y a absolument aucun état d'âme dans la communauté médicale. Il faut impérativement protéger les petits-enfants. Comment protéger les petits-enfants? C'est en les vaccinant très tôt, en vaccinant les parents. Il y a certains pays qui organisent très très bien la vaccination des parents, d'autres moins bien. Et c'est cette technique qu'on appelle la technique du cocooning, où il a fallu multiplier le nombre d'injections pour protéger les petits-enfants, qui a généré une des causes de cette pénurie. D'accord. Anaïs? Vous avez évoqué la problématique du bénéfice-risque, et c'est quelque chose qui inquiète un petit peu, je crois, sur le plan individuel particulièrement. Et on a une question d'Olivia à ce sujet qui demande « Comment nous garantir le bénéfice total d'une vaccination sans les risques qui ne sont jamais de zéro ? Et surtout, comment s'y retrouver quand 2 médecins différents sur une même spécialité vous donnent des avis opposés radicalement? On est là, parents ou patients, qui devons-nous croire ?» Donc voilà, c'est la question. Faut aider les parents, faut aider les patients un peu, Brigitte Autran, répondez-nous. Il y a déjà des recommandations officielles d'utilisation des vaccins. Et ces recommandations officielles sont émises par le ministère de la Santé en France, par tous les ministères de la Santé des pays industrialisés et par l'OMS pour les pays non industrialisés. Oui, mais moi je ne veux pas voir le ministre, non, mais pardon, je veux voir mon médecin. Ce sont les recommandations. Donc on conseille aux médecins de suivre les recommandations. S'il y a des médecins qui considèrent que ces recommandations ne sont pas valables, il faut qu'ils s'expliquent. Et aujourd'hui, il y a un consensus mondial pour une relative uniformisation des recommandations. Donc il y a effectivement toujours quelques médecins qui prônent des opinions contraires qu'ils ne sont pas capables de justifier. Robert Cohen. La deuxième question qui a été dite, je vous repasse la parole tout de suite après, c'est de faire, est-ce que les vaccins sont sans risque? Il n'y a aucun médicament qui est sans risque. On ne va pas vous prétendre que les vaccins n'ont pas de risque, mais il y a très très peu de choses qui entraînent autant de bénéfices individuels et collectifs que par rapport aux faibles risques encourus. Je dirais que cette situation, notamment de jeunes mères de famille qui ne savent pas quoi faire vis-à-vis d'un vaccin parce qu'un praticien leur dit blanc et l'autre leur dit noir, est très fréquente. Très fréquente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces femmes sont légitimement fondées à hésiter avant de vacciner leur enfant. Donc ça peut effectivement entraîner des choses très graves et des catastrophes. Le problème, si vous voulez, c'est que en France, en tous les cas, mais dans d'autres, je crois que c'est la réalité dans la plupart des pays industrialisés, une partie des professionnels de soins n'est pas favorable à la vaccination. Alors évidemment, ça dépend des vaccins. Une grosse partie, une petite partie? Une partie. Ça dépend. Oui, par exemple, en 2009, 42% seulement des généralistes et des pédiatres étaient favorables à la vaccination contre la grippe. Bon, mais la grippe est un vaccin qui a toujours été mal aimé. Il y a vaccin et vaccin. Il y a des vaccins qui posent pas de problème ou très peu, et d'autres qui monopolisent l'ire et la colère de l'opinion. On ne sait pas pourquoi. Bon, donc il y a véritablement un problème de reconquête
de l'opinion médicale et des professionnels de soins sur la vaccination. C'est très très important. Brigitte Autran. Oui, alors moi je ne parlerai pas de reconquête, mais de formation et d'éducation à la santé. Je suis professeure de médecine. Et il est clair que les universités, les facultés de médecine n'ont jamais, en tout cas en France, bien enseigné la prévention. Que ce soit la prévention par les vaccins, la prévention contre le tabagisme, tout type de prévention est mal enseigné. On n'est pas très fort en prévention, j'ai l'impression. Hein. Et la France n'a jamais été un pays qui a propulser les idées de prévention. Et donc, dans les universités, c'est recommandé par les académies, et moi, en tant que professeur de médecine, je le fais, nous intensifions de façon très importante les cours aux médecins généralistes, aux étudiants en médecine de toute catégorie, de manière à ce qu'ils aient une formation correcte à la vaccination et que tout le monde donne un discours sensé et le plus possible dans le même sens vis-à-vis des patients. Anaïs. Oui, alors concernant cette méfiance, justement, on a une question sur Facebook, donc quelqu'un qui s'appelle Papier Mâché sur Facebook, et qui demande pourquoi court cette rumeur, quel est l'intérêt de discréditer les vaccins, et comment savoir si les laboratoires nous disent la vérité. Et alors, suite à cette question, on a une question aussi dans le public sur la méfiance et les raisons de la méfiance. D'accord, on va y venir. Allez-y, prenez un petit peu la parole. Comment savoir si les laboratoires disent la vérité? D'abord, quand les laboratoires développent un vaccin, ils sont obligés de fournir des documents extrêmement sérieux aux agences réglementaires qui les évaluent avec des experts scientifiques, des experts médicaux, le plus scrupuleusement possible. Donc, ils sont obligés de dire la vérité. Ensuite, cette vérité, elle est plus ou moins, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, elle va être plus ou moins transmise à la famille qui veut vacciner. Mais oui, les laboratoires disent la vérité. Les laboratoires ne cachent pas. Par ailleurs, en France... Obligé de dire la vérité, il y a toujours une méfiance, vous savez très bien. Hein, rien à voir avec les... nous avons demandé aux laboratoires, quand je dis nous, c'est le ministère de la Santé, a demandé aux laboratoires de ne pas faire de publicité pour les vaccins. Donc les laboratoires en France ne sont pas autorisés à faire de la publicité pour les vaccins. Donc ils n'ont pas à parler au grand public sur les vaccins. Ils ne peuvent pas faire de la publicité pour le médiateur non plus, mais ça ne les empêche pas de donner des fausses indications au médiateur. Non, mais c'est d'où peut-être aussi, je me fais l'avocat du diable, vous m'excusez, mais de la méfiance par rapport au laboratoire. Disent-ils toujours la vérité? C'est une question légitime. Avant qu'un vaccin soit mis sur le marché et ensuite finalement recommandé et remboursé, on passe en France devant 4-5 commissions successives, d'accord ? Alors, voilà, donc... Et ce qu'a dit Brigitte, le dernier qui a été une publicité, c'était celui pour le papillomavirus. C'était le dernier. Depuis, il n'y a pas une publicité grand public, ça doit passer par le biais des recommandations officielles. D'accord. Ça, c'est pour la réponse à la partie sur les laboratoires pharmaceutiques. Mais sur la rumeur, puisque c'est la question aussi, d'où elle vient, comment elle se répand, on la voit de plus en plus sur Internet, en fait. Oui, alors attendez, il faut différencier deux choses. Il y a l'origine et le contenu de l'anti-vaccination, si vous voulez, et puis il y a effectivement sa dissémination via Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a chez certains une espèce de vision naturaliste de la maladie. La maladie se soigne d'elle-même. C'est la nature qui est le médecin. Mais ça, c'est un nouveau courant qui est apparu. Non, c'est pas un nouveau courant, c'est un courant qui est multiséculaire. Oui, mais j'ai l'impression on peut avoir l'impression que, c'est une vieille histoire. Hein, les opposants au vaccin, ça remonte à la variole, non, à 1800. D'accord. Mais on n'a pas l'impression un peu que ce mouvement reprend du poil de la bête? À vue de nez, comme ça, on estime entre 1 et 3% les personnes qui, en France, sont réellement opposées et adversaires de la vaccination. Donc c'est vraiment une petite minorité. Mais l'origine, c'est ce thème naturaliste. C'est l'idée, si vous voulez, qui n'est pas loin, par certains côtés, de certaines tendances écologistes aussi. Hein, oui. Religieuses peut-être aussi parfois. Alors religieuses en Angleterre, moins en France. C'est le thème naturaliste selon lequel, si vous voulez, il faut laisser faire la nature. Dès que l'homme s'en mêle, à ce moment-là, c'est la catastrophe. Et d'où l'idée, bien connue, des fameux goûters varicelles. Alors, expliquez-nous, c'est quoi les goûters varicelles? L'idée, c'est qu'il faut que les enfants fassent leur maladie quand ils sont tout petits. C'est beaucoup moins dangereux. On vient de montrer exactement le contraire avec la coqueluche, mais enfin, ça fait rien. C'est beaucoup moins dangereux. Et donc, on fait des goûters où les enfants vont se transmettre plus facilement pour s'immuniser plus vite. Les
germent les uns aux autres. Il y a même à Berlin, l'année dernière, des parents complètement inconscients qui ont organisé des booms rougeoles, alors que la rougeole est une maladie extraordinairement transmissible et contagieuse, n'est-ce pas, pour précisément évacuer sans intervention de l'homme ni de son industrie les dangers des maladies infectieuses. La boum rougeole, c'est hyper dangereux car la rougeole peut tuer. La rougeole est une maladie grave. Elle donne des méningites, elle donne des pneumonies, elle peut tuer. La varicelle du petit enfant est toujours bénigne. Je parle sous le contrôle du pédiatre. Par contre, elle peut être grave chez l'adulte. Donc, on peut tout à fait encourager les goûters varicelle parce que c'est bien de faire sa varicelle quand on a moins de 5 ans ou quand on a moins de 10 ans. D'ailleurs, le comité technique des vaccinations, dont je fais partie, n'a pas voulu recommander le vaccin contre la varicelle, estimant qu'il était plus facile de s'immuniser contre la varicelle de façon naturelle qu'avec le vaccin. Et ça donne une immunité varicelle, mais pas boum rougeole. Exactement. Il y a des médecins, il y a même des professeurs en France qui ne dit pas ouvertement qu'il est contre la vaccination, mais il a quand même lancé une pétition sur son site qui recueille aujourd'hui quasiment 800 000 personnes pour relancer le DTT unique comme ça. Mais quelque part, il semble un petit peu contre la vaccination. Ce monsieur s'appelle le professeur Henri Joyeux, on en a beaucoup parlé. C'est qui? Pourquoi? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a comme information? Le professeur Joyeux, on sait pas énormément de choses. Tout ce qu'on sait, c'est c'est un militant, ou en tout cas quelqu'un qui est très proche des associations familiales assez réactionnaires. Ça s'appelle Famille de France. Disons que l'avortement, c'est pas leur tasse de thé, par exemple, etc., etc. Donc cette pétition prétendument sur la vaccination est en fait un tract politique. Cette pétition Joyeux a eu un effet sur lequel Joyeux n'escomptait pas, c'est de tout d'un coup dessiller le regard de nos autorités de santé qui jusque-là se laissaient petit à petit bercer par l'anti-vaccination et étaient prêts finalement à baisser culotte. Ouais. Disons les choses comme elles sont. Ouais. Et le professeur Joyeux a tout d'un coup fait réveiller tout le monde, produit un électrochoc, et maintenant on entend quand même un discours qui commence à être un peu plus ferme. Le professeur Joyeux est chirurgien spécialisé en cancérologie digestive. Moi, je suis pédiatre et infectiologue, Brigitte est immunologiste. Vous voulez dire chacun son job? Moi, je ne parle pas du tout ni du cancer du foie, ni du cancer du côlon, ni de la technique chirurgicale qu'on doit utiliser. Vous disiez qu'il y a des médecins contre. Trouvez-moi un professeur de pathologie infectieuse ou de pédiatrie qui soit contre les vaccins. Trouvez-moi un immunologiste digne, qui soit immunologique, qui soit contre. Après, quand vous dites les avis des Pierre et de Paul, il faut faire très attention. Ça donne, un consensus dans le corps médical. Moi, le fait d'être professeur dans tel ou tel domaine ne me donne pas la compétence ni dans le cancer du foie, ni dans le cancer du côlon, ni dans rien de tout ça. Dans le public, on a une petite question concernant donc il y a ces débats avec le professeur Joyeux et on a donc une grande méfiance qui se crée à cause de ce genre de pétition, etc. Et cette méfiance, elle questionne un petit peu là dans le public. Oui, bonjour. Ma question en tant que parent, justement, c'est par rapport, pour revenir à ce que vous avez dit précédemment sur les vaccins hexavalents, c'est est-ce que parce que ces vaccins, justement, couvrent tellement de maladies différentes, est-ce que ça ne participe pas non plus à cette méfiance actuelle envers le corps médical, avec des discours en plus d'un professeur à un autre qui varient et qui... donc, en tant que parent, personnellement, moi, je suis assez perdue, je l'avoue. Je comprends que vous soyez perdu, je crois que vous l'aviez très très bien dit tout à l'heure, mais la question, il faut toujours savoir quel bénéfice on attend, et quel risque on court. D'accord ? Les bénéfices qu'on attend, il y a des documents du CDC qui montrent exactement pour chaque maladie quel risque on court, et pour chaque vaccin. Il y a des études complètement indépendantes de l'industrie, de structures officielles, qui sont capables de vous dire cet effet indésirable, il est réel, et on connaît des effets indésirables réels au vaccin. Et voilà qu'est-ce que risque votre enfant. Tout ça sur votre site? On trouve par exemple tout ça sur notre site. Aujourd'hui, on travaille tous avec, on rentre chez soi, on se connecte et on peut trouver toutes ces informations. Et on ne prend que des documents qui viennent des structures officielles, d'accord,
qui ne sont pas dépendants des documents que nous mettons sur ce site pour le bénéfice ou pas. La deuxième point, votre crainte, c'est de dire, est-ce que je vais me vacciner mon enfant contre 6 maladies d'un coup? En fait, je vais vous inquiéter, c'est beaucoup plus que 6 maladies qu'on va vous proposer. En fait, quand vous voyez la polio, il y a 3 virus. Hein. Quand vous voyez la coqueluche, on met 3 antigènes. Donc, il y en a beaucoup plus. Mais savez-vous que tous les jours, vos enfants respirent des milliards de microbes? Ils les respirent et ils s'immunisent contre ça. Nous, les vaccins aujourd'hui, on ne protège que contre les maladies les plus graves. Sur le plan immunitaire, Brigitte est beaucoup plus compétente pour m'applaudir, mais on est envahi d'antigènes tous les jours et on répond à ces systèmes. Ça ne surcharge en rien le système immunitaire, le fait d'avoir plusieurs vaccins en même temps. Pour aller dans ce sens et pour rassurer, effectivement, un vaccin hexavalent ne contient que 6 à 10 antigènes. Un enfant qui naît, qui sort du corps de sa mère, n'a jamais vu d'agent infectieux. Tout d'un coup, il est exposé à l'environnement et il est assailli de milliards d'agents infectieux et d'antigènes de toutes sortes. Le système immunitaire du petit enfant, dans les 4-5 premières années de sa vie, est incroyablement puissant. Il est 5-10 fois plus puissant que le système immunitaire de l'adulte et il est fait pour répondre à des multitudes d'agents infectieux. Donc au contraire, c'est dans la petite enfance qu'il faut protéger les enfants, car le système immunitaire inculque une mémoire de la défense immunitaire que l'enfant va garder toute sa vie, et il la gardera d'autant mieux qu'il est vacciné tôt. Donc il faut vacciner tôt, il faut vacciner contre le maximum d'antigènes tôt. Et on ne va pas revenir sur l'histoire de la pénurie, mais le vaccin hexa ou penta ou heptavalent se défend complètement par sa capacité à activer l'ensemble des défenses immunitaires. D'accord, Anaïs? Oui, alors on a bien compris donc, le bénéfice de la vaccination, mais il y a toute cette question quand même du risque qui pose pas mal de questions sur Internet. Et on a une question par exemple de Victor qui demande « Le vaccin contre l'hépatite C ou B a-t-il déclenché des cas de sclérose en plaques ?» Voilà, faisons le point là-dessus. Et qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Alors d'abord, il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C malheureusement. Non, c'est contre l'hépatite B. C'est uniquement contre l'hépatite B. Donc il y a eu des études en France qui ont cru pendant quelques années qu'il y avait effectivement une association entre des poussées de sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B. Ces études n'ont pas été confirmées au niveau international et au mieux, certaines études internationales, en partie en Angleterre, avaient pu montrer qu'il y avait un petit surrisque de vaccination de sclérose en plaques lorsque on était vacciné à l'adolescence. Or, il y a un phénomène que l'on appelle en médecine le phénomène de temporalité. C'est-à-dire que l'on sait depuis toujours que les poussées de sclérose en plaques surviennent à l'adolescence. Et le calendrier vaccinal du vaccin contre l'hépatite B avait été mal choisi, car il avait été décidé de vacciner à l'adolescence, c'est-à-dire pendant la période où on peut faire des poussées de sclérose en plaques. Et donc, oui, mais c'est la meilleure période en même temps, peut-être. Non, la meilleure période, c'est la petite enfance, c'est ce que je disais, absolument. Non, mais enfin, la transmission, c'est essentiellement par les rapports sexuels, malgré tout. Par toutes les études les plus modernes, que ce soit les études de neurologie, les études de maladies infectieuses, etc., qu'il n'y avait pas d'association de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Aujourd'hui, nous faisons le vaccin contre l'hépatite B justement dans la première année de vie ou les 2 premières années de vie. Il n'y a pas d'association entre les poussées de sclérose en plaques à 18 ans et le vaccin dans la petite enfance. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous venez de dire quelque chose qui est le risque de la maladie et le moment où on fait le vaccin. Un vaccin, c'est du long terme. Par exemple, quand on vaccine contre l'hépatite B, les petits nourrissons, on sait que 90-95% d'entre eux vont être protégés à vie. À vie? Ben oui. D'accord. Même si le risque était très faible avant, il n'est pas nul. Mais quand même s'il était très faible, ils sont protégés tôt. Et après, nous ne faisons pas de rappel contre l'hépatite B, sauf pour les professionnels de santé qui ont un risque accru d'hépatite B, etc. Parce que on sait que la quasi-totalité des gens que l'on vaccine seront protégés à vie, en tout cas des formes chroniques de l'hépatite B, celles qui nous préoccupent. D'accord, ça c'est important à préciser. C'est pas le moment, au moment du risque, que nous vaccinons. On peut vacciner longtemps avant. On peut prendre un deuxième exemple, qui est celui des vaccins contre les papillomavirus. On propose de vacciner à 11 ans et on espère bien que les petites filles ne vont pas avoir des rapports sexuels à 12 ou 13 ans. D'accord ? Mais pourquoi on le propose à cet âge-là ? C'est parce que les études sont venues confirmer que la durée de protection contre ces vaccins était très très prolongée et il fallait vacciner tôt parce que
comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, il y a des fenêtres de tir, il y a des moments où les enfants répondent mieux à la vaccination, et ce n'est pas les moments forcément où le risque est maximum. D'accord. On peut avoir une dissociation entre le moment où on fait le vaccin et le moment du risque. Donc vous êtes formel là-dessus, il n'y a pas de lien entre le vaccin hépatite B et la sclérose en plaques. Il y a malgré tout des choses qui nous perturbent à un moment donné. Bon, Bernard Kouchner avait suspendu à un moment donné le vaccin, ça se comprend, un principe de précaution, mais il y a quand même eu des condamnations. Glaxo a été condamné à 400 000 euros à cause de cela, donc ça peut nous perturber parce que ce sont les tribunaux qui décident. L'État a été condamné à payer 160 000 euros à une patiente, alors on est un peu perdus nous. Vous avez raison, et on dit toujours que la vérité juridique n'est pas la vérité scientifique, premièrement. Ok, mais il faudrait se mettre d'accord quand même. Et aujourd'hui, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les exemples que vous citez, surtout l'État qui a remboursé, ceci se fait toujours dans le cadre de la vaccination professionnelle. Et la jurisprudence fait que, même s'il y a un doute, quand c'est dans le cadre du professionnel, d'accord. vous êtes... C'est la notion de doute. Exactement. Vous nous dites qu'il n'y a pas de doute. C'est pas la notion de doute, C'est la notion de responsabilité sans faute. C'est pas la même chose. Attention, parce que le doute, on rentre encore dans une discussion, disons, épineuse. Là, c'est une notion juridique parfaitement définie, c'est la responsabilité sans faute. C'est-à-dire que l'État, le vaccinateur, n'a pas eu dans l'intention de nuire, mais ça s'est mal passé. Voilà. On ne va pas faire une discussion juridique, mais il faut quand même un lien de causalité, normalement. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de lien. Malheureusement, les tribunaux se prononcent sur des associations de façon non scientifique. Ils prennent une association que j'ai appelée de temporalité. Je suis d'accord, c'est un mot un peu compliqué, mais deux événements qui surviennent en même temps, pour un juge, peuvent avoir une relation de cause à effet, ce qui n'est absolument pas prouvé médicalement. D'accord. Anaïs, on continue sur les questions. Oui, alors il y a la question des vaccins en eux-mêmes et il y a la question des adjuvants qui sont utilisés dans les vaccins. Donc on a une première question de Sonia qui demande « Les labos disent que les adjuvants servent à booster l'immunité. Que se passerait-il sans ces adjuvants? Le vaccin aurait-il la même efficacité ?» Brigitte Autran, vous nous rappelez à quoi ça sert? Un adjuvant, ça sert à activer le système immunitaire. J'ai une jolie histoire à raconter. Un des élèves de Pasteur a inventé le vaccin contre la diphtérie et le tétanos. Mais quand il injectait ce vaccin contre la diphtérie ou le tétanos à des chevaux, il n'arrivait jamais à obtenir un titre d'anticorps protecteur. Et puis un jour, il a vu sa femme dans sa cuisine préparer une purée à base de farine de tapioca en mélangeant le tapioca avec de l'eau. Et il a vu que le tapioca floculait. C'est-à-dire faisait des espèces de grumeaux. Et il s'est dit, mais oui, c'est bien sûr. Et donc, il a mélangé son vaccin antidiphtérique ou son vaccin antitétanique avec de la farine de tapioca. Il a fait des espèces de grumeaux. Il a injecté ça, et des miettes de pain. Il a injecté ça à ses chevaux. Et ses chevaux ont fait un titre d'anticorps fabuleux. Aujourd'hui, on sait pourquoi. On sait qu'une particule va activer bien mieux le système immunitaire qu'une protéine soluble. Et donc, on sait aussi qu'une protéine soluble, donc qui est une espèce de filament, n'active pas le système immunitaire. Donc, vous ne ferez jamais un vaccin. Mais c'est même pas la peine d'imaginer faire un vaccin contre la diphtérie ou le tétanos sans adjuvant. Ça n'existe pas. Oui, mais on parle de vaccins non, mais ça n'existe qui n'ont pas besoin d'adjuvants. Ça, c'est autre chose. Et donc, les vaccins vivants sont des vaccins qui sont faits à partir d'agents infectieux qui contiennent leurs propres adjuvants. En fait, l'adjuvant a trois fonctions. Il a cette fonction d'activer une meilleure réponse immunitaire, mais il a aussi une fonction d'élargir l'éventail de prise en charge des modifications virales. C'est-à-dire qu'un vaccin comme la grippe, par exemple, qui est intenable, il change sans arrêt, avec un adjuvant, on a des chances de mieux le maîtriser, enfin du moins pour un moment. Et puis surtout, l'adjuvant aussi a une fonction, je dirais, technologique et économique. Il permet de produire plus de doses de vaccins. Et quand on a parlé tout à l'heure du déficit des capacités de production, c'est donc très très important de pouvoir fabriquer plus de vaccins avec autant d'antigènes, grâce à l'adjuvant. Parmi ces adjuvants, il y a l'aluminium, parce que la question qui est derrière les adjuvants, c'est y a-t-il des risques avec les adjuvants? Donc il y a l'aluminium, et il a été question à un moment donné que l'aluminium pourrait justement
à travers le vaccin contre l'hépatite B, je crois, transmettre certaines formes, ou provoquer plus exactement certaines formes de myopathie. Alors, pas tout à fait d'hémiopathie, ça a été accusé de myofascite à macrophage. C'est bien ça. Donc, le point important, c'est que l'adjuvant à base de sel d'aluminium va persister sous la peau très longtemps. On peut appeler ça un tatouage vaccinal. Nous avons tous été vaccinés et donc nous avons tous des petites particules de sel d'aluminium dans nos épaules. C'est ça qui laisse ses traces ? Voilà, on vit très bien avec ça. Il y a une recommandation internationale qui consiste à dire, à cause de cette trace d'aluminium, on ne doit pas faire de biopsie dans le muscle de l'épaule, car cela perturbe l'analyse que l'on peut faire au microscope. Certains collègues ont souhaité, pour explorer les myofascites à macrophages, faire des biopsies dans l'épaule. Et évidemment, ils sont tombés sur les sels d'aluminium. Et donc, ces collègues étant français, on a dit, voilà, en France, la myofascite à macrophages est due au sel d'aluminium. Mais nulle part ailleurs dans le monde, on ne dit que la myofascite à macrophages, qui est une maladie qui existe, est due au sel d'aluminium. Donc, c'est une construction française. C'est la procédure, la façon dont a été menée l'enquête qui détourne un peu les choses. Bien sûr, c'est une les choses. construction de l'esprit française avec une volonté de trouver un coupable. Mais c'est le professeur Gardy qui peut-être il n'est pas contre la vaccination. J'allais dire que c'est pas dans la même... pour moi, je ne mets pas du tout dans la même rubrique que la pétition de Joyeux. C'est autre chose. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les maladies musculaires, qui a pensé et qui, je pense de bonne foi qu'il a découvert quelque chose que les autres n'ont pas découvert et que, maintenant, qu'est-ce que fait le monde à partir de ces découvertes ? Dans quel pays on a arrêté d'utiliser l'aluminium ? J'en cherche toujours. J'en ai pas trouvé. Hein. Mais vous avez raison et vous risquez pas d'en trouver même en revenant 80 ans en arrière, parce que depuis les années 30, des sels d'aluminium sont utilisés dans les vaccins antitétaniques et antidiphtériques. Des millions et des millions de personnes ont été vaccinées par des vaccins, toute la planète, oui vous avez raison, par des vaccins contenant effectivement des sels d'aluminium. Et c'est quand même curieux, il n'y a que les deltoïdes français qui sont victimes de ces campagnes. On se demande vraiment pourquoi. Bon, autre question. Sur l'aluminium aussi, oui, l'aluminium pose quand même pas mal beaucoup de questions. On a un petit message de Anne Cerise qui nous dit « Mon fils est allergique à l'aluminium et a déjà fait une réaction inflammatoire impressionnante suite à ce vaccin. » Et on a un autre message qui est lié un petit peu de Sakura qui nous dit « Est-ce qu'il est vrai qu'on dissimule de l'aluminium dans les vaccins ? Est-ce dangereux pour notre organisme ?» Et elle poste avec son message une petite vidéo que je vais vous diffuser. En 150 ans, l'aluminium s'est immiscé partout, jusque dans l'eau du robinet qui l'aide à blanchir. Mais aussi dans les crèmes, vaccins et médicaments. Autant de façons de pénétrer notre organisme où ce métal si familier reste pourtant un corps étranger. Dans le cerveau, sa présence excessive augmenterait sensiblement les risques d'Alzheimer. Voilà un métal qui semble nous éblouir jusqu'à l'oubli. Alors, je voudrais intervenir sur ce point. Effectivement, l'aluminium est toxique. Donc, il n'y a aucune ambiguïté. L'aluminium est toxique. Mais il est toxique à des doses extrêmement élevées. Et donc, l'OMS, toutes les agences réglementaires ont fixé une dose au-delà duquel il ne faut pas aller. Il y a eu une étude extrêmement sérieuse du CDC, de l'Office de maladies infectieuses américaines, qui a montré que la quantité d'aluminium que l'on injectait aux bébés pendant toutes les 2 premières années de vie où ils sont abondamment vaccinés restait toujours très en dessous, mais 1000 fois, 100 000 fois en dessous de la dose toxique. Il faut aussi se dire que ici, dans ce clip, l'aluminium est accusé de causer l'Alzheimer. Ailleurs, aux États-Unis, il va être accusé de causer l'autisme. Chez nous, la myofascite à macrophages. Chaque pays a son fantasme autour de l'Alzheimer, autour de l'aluminium. Et donc, le point important n'est pas de nier la toxicité de l'aluminium, mais simplement de rassurer sur le fait que l'on est bien en dessous des doses toxiques. Par contre, ce que vous avez dit, il y a un vrai souci de temps en temps. Absolument. Il y a des patients qui sont allergiques à l'aluminium et on les reconnaît parce qu'à chaque vaccin contenant de l'aluminium, ils ont d'une part une grosse réaction locale, mais une grosse, à chaque vaccin, peu importe, c'est pas, on va passer une fois du vaccin contre la méningite, ils vont exactement la même réaction. Ceux-là ont
souvent, je parle de mon côté praticien et de conseiller en vaccination. Ceux-là, on essaye de les vacciner en fonction des taux d'anticorps qu'on arrive à observer. Par exemple, individuellement, on dit, par exemple, le vaccin tétanos protège 10 ans. On peut savoir qu'en fonction de l'âge, bon, chez des gens, ça va être plus, chez des gens, ça va être moins. Et c'est ces enfants-là qui ont des allergies à l'aluminium vraies, qui peuvent se manifester autrement, on dose les anticorps pour ne les vacciner qu'au moment où le bénéfice de la vaccination sera plus important que le risque d'allergie. Ça nous conduit non pas à ne pas les vacciner, mais à les vacciner sur mesure. Et comme l'a dit Brigitte, c'est une exception sur, on va être de 1 sur 10 000 à 1 sur 50 000, pour donner l'ordre d'idée. Hein. D'accord. Bon, allez, on passe à un autre vaccin, le RER. Rougeole, oreillon, rubéole et des cas d'autisme. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? C'est à vous. Totalement fausse information médicale. Et cette fois-ci, ça n'est pas français. C'était donc tout le monde est coupable, c'est anglais. Mais c'est une grosse escroquerie, cette histoire, non? Et l'auteur de la publication a finalement reconnu son mensonge. Wakefield, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous l'histoire quand même. Alors, ça a été la plus longue évaluation d'une recherche qui a eu lieu en Angleterre. Elle s'est passée en 2010. En conclusion de cette évaluation, il a été démontré qu'il s'agissait d'un trucage élaboré. C'est le mot même employé par le comité d'évaluation britannique. En quel but? Alors, justement, j'y viens. Non seulement Wakefield a totalement tritouillé ses chiffres, etc. Son protocole de recherche n'était pas conforme à ce qui se fait d'habitude, mais il avait un petit projet sous-jacent, celui de remplacer le vaccin existant contre la rougeole, les oreillons, etc., par le sien. D'accord. N'est-ce pas? On dégommait le marché du vaccin qui était en place, qui était celui équivalent au nôtre, et puis ensuite, il aurait mis son propre produit, si vous voulez, sur le marché. Donc, il a été très sévèrement sanctionné, il est interdit d'enseignement, interdit de publication, oui. il a dû totalement se retirer du business de la recherche. Et je crois que c'est parfaitement mérité. Donc vaccin ROR, pas de lien du tout avec l'autisme. Trucage élaboré. D'accord, très bien. On avance, il faut qu'on avance parce qu'on va arriver au terme de cette émission. Anaïs, on a une question forcément. Donc c'est Meg qui nous demande, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus avait beaucoup fait parler de lui à son arrivée sur le marché. Quelles sont les conclusions avec le recul? Y a-t-il eu des effets néfastes ou dangereux? Le Gardasil, c'est ça. Et le Cervarix. J'ai cité un nom qu'il fallait. Cervarix. D'accord, donc ces vaccins qu'on a soupçonné aussi de pouvoir provoquer des scléroses en plaques Oui, et pour la même raison des que maladies. l'hépatite B. C'est-à-dire que les premières recommandations étaient de le faire chez des jeunes femmes, chez des adolescentes, c'est-à-dire à la période où peuvent survenir des poussées de sclérose en plaques. Donc on se retrouve dans le même cas de figure qu'on disait tout à l'heure, cette espèce de temporalité. Et les études à large échelle, tant en France que partout où ce vaccin a été introduit, montrent qu'il n'y a aucun surrisque de sclérose en plaques après vaccination contre le papillomavirus. Donc là aussi, vous voulez dire qu'on avait... Ça correspondait, les périodes correspondaient. Ça veut dire que maintenant, on vaccine à quel âge? À 11 ans. Il faut vacciner à 11 ans. Et là encore, la situation française a permis d'éclaircir un peu ce risque, puisqu'on s'est retrouvé avec 800 000 jeunes filles vaccinées versus 2,1 millions qui n'ont pas été vaccinées. Et la sécurité sociale qui sait ce qu'elle rembourse aux gens, en particulier les prises en charge à 100%, parce que toutes les maladies auto-immunes sont prises en charge à 100%, a parfaitement montré, des études faites sur les données, qu'il n'y avait pas plus de sclérose en plaques chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Il n'y avait pas plus de lupus, qui est une autre maladie, chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. C'est presque de l'expérimentation comme dans une étude prospective. Hein. Quel est le pourcentage de succès de ce vaccin? Il est de combien? Il n'y a pas de succès du vaccin. Du vaccin 70%, on m'a dit. Le succès, il est de l'ordre de 95% lorsque l'on considère la prévention des lésions précancéreuses, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de recul pour arriver à calculer la prévention du cancer. Le cancer lié au papillomavirus met un très grand nombre d'années à se développer. Aujourd'hui, nous n'avons pas le recul sur le développement du cancer. Mais on sait que ces vaccins protègent à environ 95%
contre les lésions précancéreuses. Un autre point, c'est que dans le Gardasil, il y a des vaccins contre le cancer dû au papillomavirus et des vaccins et des vaccins contre ce qu'on appelle des papillomatoses. En Australie, il a été montré que ce vaccin protège les garçons contre les papillomatoses. C'est-à-dire que le fait de vacciner les filles contre ces virus, papillomavirus, oui, les empêche de transmettre ces virus aux garçons. Donc on est complètement dans une vaccination altruiste. Aujourd'hui, on est devant une réalité terrible en France. 25% des jeunes filles ou moins sont vaccinées, alors que dans les autres pays européens, plus de 75% des jeunes filles sont vaccinées. Donc les campagnes de vaccination, anti-vaccination papillomavirus en France, je ne dirais pas qu'elles sont criminelles, elles sont absolument stupides pour la société, car elles vont engendrer des coûts de santé liés à la prévention du cancer du col de l'utérus par d'autres méthodes que les autres pays européens vont s'épargner. Les autres pays européens vont faire des économies par rapport à la France qui, avec cette volonté de ne pas vacciner, s'engage vers des surdépenses de santé. Oui, alors, en fait, les derniers chiffres, non mais ça va tout à fait dans le sens de ce que dit Brigitte, mais les derniers chiffres, c'est moins de 18% des jeunes filles de 15 ans vaccinées contre le papillomavirus en 2014 en France. Ça veut dire que nous sommes sous le feu d'une campagne qui ressemble à celle contre l'hépatite B de 96-98 et que là, il faut faire quelque chose, c'est urgent. On ne peut pas laisser comme ça... tuer une vaccination aussi importante que celle contre le papillomavirus. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Mais comment on explique qu'en France, on soit autant en retard ou autant attaqué par le virus de l'anti-vaccin ? Professeur Joyeux ? Entre autres. Quand on compare avec les autres pays très proches de chez nous, l'Allemagne, etc. et tout, il n'y a pas du tout ce problème-là par rapport à ce vaccin. Alors, il y a des problèmes en Allemagne avec d'autres vaccins, la rougeole par exemple. Vous avez des problèmes partout, la rougeole en Californie. Nos collègues californiens ont rétabli temporairement l'obligation vaccinale contre la rougeole en juillet 2015. Parce qu'ils en avaient assez de subir la propagande anti-vaccin et de voir leur campagne de prévention scier à la base. Je pense qu'il faut quand même maintenant se bouger et réagir. Ah oui, absolument. D'accord. Je voudrais pour terminer qu'on fasse le point sur la rougeole justement, parce qu'on dit que ça revient. Est-ce qu'on peut être assez synthétique ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe pour la rougeole, professeur Cohen ? Alors, la rougeole de toutes les maladies infectieuses, c'est la plus contagieuse. C'est-à-dire que quand on n'est pas immunisé, par exemple dans cette salle, si j'ai la rougeole et vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas fait la maladie, je contaminerai 17 personnes. Tout seul ? Vous êtes très fort, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes vaccinées. Absolument. Et par exemple la grippe, je ne contamine que 2 personnes. D'accord ? Mais ils vont se contaminer après les uns derrière les autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a arrêté, on a pensé que la rougeole avait disparu ? Pour arrêter cette contagion, il faut que non seulement les gens soient vaccinés, mais que ce qu'on appelle les taux de couverture vaccinale, c'est-à-dire la proportion de gens vaccinés, atteignent 95%. Tant qu'on n'est pas dans ces chiffres-là, on aura des épidémies de rougeole qui vont se reproduire. On est à combien ? Aujourd'hui, on n'est pas si loin que ça, que ce 95. Cela dépend des départements français. Ah oui ? En Île-de-France, les taux de vaccination sont très bons. Vous avez, et on a parlé tout à l'heure d'esprit écolo, vous avez certains départements avec de fortes tendances écologiques où les taux de vaccination sont catastrophiquement bas. Et où on voit la rougeole ressortir ? Absolument. Exactement. Beaucoup. La rougeole, c'est mortel ? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ouais. Oui, simplement une proportion. Comme nous allons tous l'attraper sinon pas vaccinés, c'est-à-dire la rougeole, moi quand j'ai appris, c'était une maladie obligatoire. Ça veut dire 100%. 5% allaient faire des complications graves et 1% allaient en mourir. Donc, en résumé, on a vu une chute de la vaccination sur la rougeole parce qu'on a cru que ça avait disparu, parce qu'il y a les courants anti-vaccination. Et puis aujourd'hui, on est un peu en dessous de ce qu'il faudrait pour garantir qu'il n'y ait pas d'épidémie. C'est ça ce qui se passe ? Exactement. Est-ce qu'on a des exemples à l'étranger ou récents où on a arrêté de se vacciner sur telle ou telle maladie et à voir les conséquences, qu'est-ce que ça a provoqué ? Donnez-nous quelques exemples. Le Japon, sur la rougeole, justement, le Japon a levé l'obligation vaccinale en ce qui concerne certaines maladies infectieuses
de l'enfance, pour les remplacer par quelque chose qui est dans l'idée de certains de nos collègues en France, par de fortes recommandations pour vacciner les enfants. Le résultat, c'est que le Japon a vu ressurgir une incidence très haute de la rougeole et que c'est maintenant le principal exportateur de rougeole aux États-Unis. Oui. D'accord. Donc ça revient très très vite, hein. Aussitôt qu'on baisse les bras. Alors, je voudrais revenir sur la polio, par exemple. La polio, qui est une maladie qui a été quasiment éliminée de nos pays industrialisés. La vaccination se pratique donc dans la toute petite enfance et il faut faire des rappels récurrents. Pour que cette vaccination contre la polio se fasse bien, il faut que l'organisation de la santé dans un pays soit bien faite. Et vous savez que les guerres déstabilisent complètement l'organisation de la santé dans les différents pays. La Syrie est un pays qui avait vu disparaître la polio. Depuis les événements ou la guerre civile en Syrie, les taux de polio réapparaissent en Syrie et dans le Moyen-Orient. Donc la vaccination, c'est quelque chose qui n'établit pas une protection pour toujours. Il faut chaque jour vacciner les enfants. C'est un processus qui ne peut pas s'arrêter et c'est un des biens les plus précieux de l'humanité pour protéger les enfants. On a pris la rougeole, on a pris la polio, la diphtérie c'était pareil, le système soviétique s'est effondré. Ils étaient bien vaccinés, ils n'ont pas été vaccinés. La diphtérie est remontée. La diphtérie, je vous ai dit, c'était le premier tueur. Hein. Ouais. On ne peut pas baisser, la même chose aux États-Unis, on ne peut pas baisser la pression vaccinale sans que ces maladies réémergent. D'accord, c'est important donc de toujours rester vigilant. Je voudrais juste un mot chacun de conclusion, puisque votre ministre de la Santé, notre ministre de la Santé a proposé un grand débat autour de la vaccination en 2016. Marisol Touraine, qu'est-ce que vous en attendez ? Moi, je pense qu'au point où nous en sommes, c'est probablement bien et il faut sans doute laisser chacun s'exprimer. J'espère que une parole sera donnée au corps médical pour expliquer les bienfaits de la vaccination. Et comme je l'ai dit, c'est un des biens les plus précieux que la médecine ait jamais produit dans toute l'histoire de l'humanité. Moi, je dirais un peu, j'irais dans le même sens. Je dirais que le débat public est certainement une bonne chose, à condition que disons, les représentants de la santé publique aient une position ferme. Si c'est simplement pour écouter... Vous pensez qu'ils se sont lâchés pendant trop longtemps? Oh là oui. On pourrait faire une émission là-dessus. D'accord. Je vous suis. Là, en l'occurrence, j'arrive pas à imaginer que les pouvoirs publics soient arbitres dans la situation. Est-ce qu'on vous pose la question si vous devez mettre la ceinture dans la voiture ou pas? Est-ce qu'on va faire un sondage sur ça? Est-ce qu'on va faire un sondage sur le taux d'alcoolémie dans le sang, si c'est 0,2, 0,3 ou 0,5 ou rien du tout? Il faut être ferme, il faut se vacciner comme on met la ceinture de sécurité. Qu'on en discute, qu'on explique, c'est bien. De toute façon, c'est parti, c'est inéluctable. Mais je ne peux pas m'imaginer que je suis arbitre, je laisse les Français m'exprimer, et puis à la fin, je prends une position médiane. Ça serait catastrophique. Parce qu'on parle de faits réels, on parle de morts, on parle d'hospitalisation, on parle de séquelles, la polio, les méningites. On parle aussi de finances publiques, parce que toutes ces maladies coûtent très 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 cher, et l'argent n'est pas complètement... On ne peut pas avoir de ressources supplémentaires. Donc j'ai du mal. Le débat, oui, mais à la fin... L'État n'est pas un arbitre. C'est lui qui décide les recommandations vaccinales et c'est lui qui décide comment elles doivent s'appliquer. Mais au moins, ça vous permettra d'apporter votre expertise auprès du grand public. Vous pourrez dire tout ce que vous avez sur le cœur comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je remercie aussi tout le public, toutes les questions des internautes. Je vous rappelle que sur notre site, l'espritssorcier.org, vous avez un dossier scientifique complet fait avec des experts sur le vaccin et la vaccination en France et dans le monde. Voilà, et on se retrouve très bientôt. Ciao.